Allez, on oublie un peu les best-sellers de la Silicon Valley. Et si on allait chercher nos stratégies, nos leçons de leadership dans un endroit complètement inattendu? Un recueil de contes français publié en 1893, Le Roi au masque d'or de Marcel Schwab. Alors oui, à première vue, c'est un livre rempli de pirates, de lépreux, de magiciens, mais en lisant entre les lignes, croyez-moi, c'est une véritable mine d'or pour les entrepreneurs d'aujourd'hui. Cette simple phrase de l'auteur Marcel Schwab, c'est un peu la clé de tout. Elle donne le ton. Elle nous invite à regarder au-delà de la surface, à chercher la complexité, la vérité. Et ce sont des thèmes qui, comme on va le voir, sont juste incroyablement pertinents dans le monde des affaires actuelles. Voilà notre feuille de route. On va décortiquer ensemble ces 4 grandes leçons. On va parler du danger des belles façades d'entreprise, de ce que signifie vraiment le sacrifice en temps de crise, du rôle de l'âme à l'heure de l'IA et de la puissance de la perception. Allez, on commence tout de suite. Notre première leçon, elle vient de l'histoire, qui donne son nom au livre « Imaginez un roi qui cache sa lèpre, sa maladie, sous un magnifique masque d'or ». Et pour que l'illusion soit parfaite, toute sa cour, les bouffons, les prêtres, les femmes, doit porter aussi des masques avec des expressions figées. Tout le monde fait semblant. Jusqu'au jour où un mendiant aveugle débarque et, d'une certaine façon, force tout le monde à se démasquer, révélant la terrible réalité qui se cachait derrière ces belles façades. Et là, on y est. Cette histoire, c'est une métaphore tellement puissante de cette culture du fake it till you make it, mais poussée à son paroxysme. On projette une image publique parfaite, dorée, pour cacher des failles qui sont en réalité potentiellement mortelles pour le projet. La comparaison est frappante, n'est-ce pas? D'un côté, le masque d'or, c'est l'image publique, la culture de l'apparence. Et de l'autre, caché derrière, la lèpre. Ce sont les vrais problèmes. Un produit qui ne marche pas, une équipe au bord du burn-out, des fondations financières complètement instables. L'exemple qui vient tout de suite en tête, bien sûr, c'est WeWork. Un masque d'or absolument magnifique, une valorisation folle, mais derrière des fondations complètement malades. La leçon à retenir, elle est limpide. Un vrai leader, il doit avoir le courage de cet aveugle du conte. Il doit forcer son organisation à faire tomber les masques, à regarder ses faiblesses en face pour pouvoir pivoter dans la vérité, plutôt que de s'écrouler dans le mensonge. On passe à la deuxième leçon. Changement de décor complet avec le conte La mort d'Ojig. Là, le monde est prisonnier d'un hiver éternel, mortel, tout est gelé. La plupart des gens se résignent, ils baissent les bras, mais un chasseur, Ojig, lui, il décide que non. Il décide d'agir. Il part marcher vers le nord, jusqu'à trouver un immense mur de glace qui bloque le printemps. Sa hache est tellement froide qu'elle risque de se briser. Alors que fait-il? Il l'enfonce dans sa propre cuisse pour la réchauffer avec son sang. Il réussit à briser la glace, mais il sacrifie sa vie pour amener le soleil. L'image est... Waouh, elle est d'une puissance folle. Et cette image, qu'est-ce qu'elle nous dit pour le monde de l'entreprise? Eh bien, que l'innovation de rupture, le leadership en temps de crise, ça demande un engagement qui va bien au-delà des jolis discours. C'est un engagement viscéral. Quand un marché est gelé, quand une boîte est au bord du gouffre, c'est au leader de prendre le premier coup. En clair, aujourd'hui, c'est le PDG qui décide de ne pas prendre de salaire pendant 1 an pour éviter de licencier son équipe. C'est le fondateur qui va jusqu'à hypothéquer sa maison pour pouvoir financer le premier prototype. La conclusion, elle est claire. Pour ouvrir un nouveau chemin, pour débloquer le printemps de son entreprise, il faut accepter de laisser un peu de son propre sang sur le terrain. Troisième leçon. Et là, on fait un bond en plein dans notre époque, en pleine révolution de l'intelligence artificielle. Dans le livre, un inventeur un peu fou crée ce qu'il appelle la machine à parler. C'est une machine gigantesque capable de hurler des mots, sauf que le son est terrifiant, mécanique, la machine bégaye. Et l'inventeur l'avoue lui-même. Pour la construire, il a dû supprimer toute nuance. Le mot est lâché. C'est le point central de l'histoire. Comme le dit l'inventeur, la nuance appartient à l'âme. C'est précisément cette nuance qui fait la différence entre l'humain et la machine. C'est l'empathie, la créativité, bref, tout ce qui ne peut pas être scripté. Alors concrètement, comment on applique ça? C'est simple. Il faut automatiser la logistique, l'analyse de données, toutes les tâches répétitives. Oui, mais il faut absolument garder l'humain, l'âme, au centre de l'expérience client à haute valeur ajoutée. Remplacer un service client par des chatbots froids et scriptés, c'est tuer la nuance. Et à terme, c'est juste faire fuir ses clients. Allez, dernière leçon, et celle-ci est redoutable. Elle porte sur le pouvoir de la perception. Dans une histoire qui s'appelle La Peste, un homme est coincé dans une auberge avec des soldats plutôt menaçants. Son idée, il s'enduit le visage de farine et de sang pour faire croire qu'il a la peste. Et les soldats, pourtant lourdement armés, s'enfuient, terrorisés. Dans une autre histoire, des bandits utilisent simplement des masques effrayants pour paralyser des armées entières. Il faut bien saisir le contraste. D'un côté, on a quoi? Des soldats, des armées, une puissance qui semble écrasante. Et de l'autre, un type avec un peu de farine et de sang, une ressource quasi nulle, mais une idée de génie. C'est une asymétrie totale. Et la leçon, elle est limpide. Le business, c'est très souvent une guerre de perception.
L'image qu'on projette peut être bien plus puissante que l'argent qu'on a réellement en banque. La tactique qui en découle est simple, mais redoutable. Si une start-up est petite, elle doit tout faire pour projeter l'image d'un géant. Pensez à la toute première démo de l'iPhone. En coulisses, le prototype plantait sans arrêt. Mais Steve Jobs a tellement bien géré la perception qu'il a créé une légende avant même que le produit soit stable. Ou pensez au guérilla marketing. Une toute petite start-up peut lancer une campagne virale tellement audacieuse qu'elle peut faire reculer des concurrents 10 fois plus gros qu'elle. Bon, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Peut-être que la prochaine fois qu'on cherche de l'inspiration, il faut oser regarder un peu plus loin que les derniers livres de management ou les articles de la Silicon Valley. Ça veut dire lire de la poésie, de la philosophie, de la littérature classique. Ça nous rappelle que les principes fondamentaux, la nature humaine, le courage, la vérité, la stratégie, eh bien, ils n'ont pas changé depuis la nuit des temps. Ils sont universels et ils sont surtout intemporels. La vraie question à se poser finalement, c'est celle-ci. Où se cache la prochaine grande idée? Peut-être pas dans le dernier best-seller sur l'IA, mais dans un vieux livre de contes, un poème ancien ou une tragédie grecque. La sagesse, elle est absolument partout. Il suffit juste de savoir où regarder.